Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce soir pour une nouvelle émission de Le Roi de l'Histoire, une émission qui va être consacrée à un moment important de la démocratie, puisque, vous le savez, le mois prochain, nous allons procéder à l'élection du président de la République. Et donc, l'émission de ce soir va être consacrée à l'histoire de l'élection présidentielle, depuis les origines qui vont nous ramener assez loin. Alors, assez loin, ça nous ramène en fait déjà à la naissance de la République. La naissance de la République, 1792, le mois de septembre 1792, c'est la naissance de la première République. Peut-être qu'un jour on fera une émission sur le sujet. On ne sait pas très bien d'ailleurs quel jour précisément il faut arrêter comme naissance de la République, le 21, le 22 septembre. Bon, quoi qu'il en soit, au moment de la naissance de la République, le pouvoir exécutif est extrêmement réduit. Il n'y a pas de président de la République, en fait. Le pouvoir est détenu essentiellement par une assemblée. Cette assemblée, c'est la Convention nationale, qui a pour rôle principal, en fait, de mettre en place une constitution. Constitution qui viendra une petite année plus tard. Le pouvoir exécutif va être assuré à côté de cette convention nationale par des comités, dont le plus célèbre est le comité du salut public, dans lequel on a retrouvé quelques-unes des stars de la Révolution, Robespierre, Danton, etc. Bon, ils n'étaient pas ensemble, mais peu importe. Donc, à ce moment-là, pas de président de la République. Lorsque la Constitution est adoptée, au mois de juin 1793, on l'appelle la Constitution de l'an 1 de la République, cette constitution maintient l'idée qu'on a un régime principalement parlementaire, c'est-à-dire dirigé par une assemblée, et à côté un pouvoir exécutif qui est déjà collégial, on se méfie d'une concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme, et d'autre part un pouvoir exécutif qui sera soumis à l'Assemblée. Il y a un conseil exécutif qui doit être soumis à une Assemblée unique qui incontestablement est très puissante. Bon, ce régime, quoi qu'il en soit, ne va pas entrer en vigueur pour différentes raisons. C'est l'histoire de la Révolution qui nous y conduit. Et on va donc avoir la période du gouvernement révolutionnaire, de la terreur, d'un système dictatorial en fait, dans les faits. Dictatorial, une dictature d'assemblée, comme on le dit souvent, mais dans les faits, sur la fin de la période, notamment, une prééminence d'un homme, Maximilien Robespierre. Et alors, le pouvoir acquis par Robespierre, à ce moment-là, va entraîner des réactions qui vont aller vers toujours de la méfiance à l'égard de la concentration du pouvoir entre les mains d'un seul homme. En effet, lorsqu'une nouvelle constitution va être préparée en 1795, à nouveau, on se pose la question de l'organisation des institutions et à nouveau, on retrouve cette méfiance à l'égard du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, ici, on va décider que ce sera de nouveau un collège, donc un ensemble de 5 hommes, auquel on va donner le titre de directeur, ce qui fait que ce régime, on l'appelle le directoire. Donc 5 directeurs qui vont devoir travailler avec un pouvoir législatif qu'on a affaibli également avec 2 assemblées. Donc d'un côté un collège exécutif et de l'autre côté 2 assemblées. Bon, je ne m'étends pas beaucoup là-dessus, si ce n'est qu'on a quand même à cette époque des réflexions autour, pourquoi pas, de l'idée de mise en place d'un président qui serait élu de manière annuelle. C'est un début, c'est la première fois dans les débats autour de la Constitution de 1795 que l'on va avoir cette idée qu'il pourrait y avoir un président de la République. Le projet ne voit pas le jour, le directoire lui-même va être un régime très faible et marqué par toute une série de coups d'État, coups de force, qui déboucheront sur un coup d'État final, avec le renversement du régime et la mise en place d'une dernière version de cette première République, une dernière version qui s'appelle le consulat, avec donc cette fois-ci un pouvoir exécutif concentré entre les mains de 3 hommes, en fait essentiellement dans les mains du premier d'entre eux, le premier consul, le général Napoléon Bonaparte, qui lui va décider de rétablir l'idée d'un pouvoir exécutif fort. Donc là, pour la première fois, on a un régime républicain dans lequel l'exécutif est fort. Cet exécutif fort n'est en fait que le tremplin
vers la restauration, enfin, la mise en place de l'Empire, donc une restauration dans les faits monarchique d'une certaine manière, et donc la fin de la République qui intervient assez peu de temps après. Alors bon, sur ces différents événements et donc sur cette expérience d'une première République, pas de président de la République, vous le voyez, ce qu'on voit également, c'est qu'il y a une méfiance à l'égard de l'exécutif, et une méfiance à l'égard de l'exécutif, du pouvoir exécutif, qui va évidemment être renforcée par ce qui s'est passé à la fin de la Première République, c'est-à-dire la prise de pouvoir de Napoléon Bonaparte, le rétablissement d'un pouvoir exécutif fort, qui a débouché sur l'échec final de la République. Et il va falloir pas mal de temps pour arriver à digérer cela. En effet, l'Empire, et ensuite on a en 1814-1815 une restauration monarchique, 3 rois qui vont se succéder, jusqu'à 1848. Donc on le voit, une quarantaine d'années, enfin quasiment une cinquantaine d'années, avant qu'on ait donc le retour de la République. La République, c'est la Seconde République, qui est proclamée donc en février 1848. Seconde République qui débouche sur une réflexion à nouveau autour de la mise en place de nouvelles institutions et d'institutions dans lesquelles on va de nouveau se poser la question de l'existence ou non d'un pouvoir exécutif fort. Alors, cette réflexion sur sur cette nouvelle constitution, on va la retrouver avec notamment l'influence d'un homme qui est sans doute l'un des grands théoriciens politiques français, Alexis de Tocqueville, qui avait, au cours des années qui précèdent le rétablissement de la République, qui avait voyagé aux États-Unis d'Amérique et qui est revenu avec des idées largement inspirées par les États-Unis d'Amérique. Il faut bien avoir en tête que, même si on le dit assez peu souvent aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique sont une république. C'est une république dans laquelle on a un président de la République, donc le président fédéral américain, élu pour 4 ans, renouvelable, on le sait, et donc Tocqueville revient avec cette idée-là. Donc l'idée qu'il pourrait y avoir un président, c'est une idée qui va commencer à avancer à ce moment-là, sous l'influence, entre autres, d'Alexis Tocqueville. Alors, un deuxième élément qui va être très important dans le début de cette Seconde République, c'est le fait que très vite, les républicains vont instaurer le suffrage universel. Le suffrage universel, c'est-à-dire le droit de vote pour toute personne majeure, bon, toute personne, c'est limité quand même, aux hommes, c'est le suffrage universel masculin, qui est instauré donc de manière, cette fois-ci, définitive. On n'y reviendra plus dessus. Pendant la Révolution, il y avait eu l'idée, ça avait été limité assez fortement, et pendant les décennies qui précèdent 1848, on est sur une autre forme de suffrage, le suffrage censitaire, dans lequel c'est seulement les personnes qui paient un niveau d'impôt suffisant qui vont pouvoir accéder au droit de vote. Donc 1848, le suffrage universel, tous les Français majeurs, tous les hommes majeurs, donc, auront le droit de voter. Donc du coup, la question de l'exécutif va être liée à ces deux aspects. D'une part, l'idée qu'on pourrait avoir un président de la République, c'est-à-dire un pouvoir exécutif fort, parce qu'on a vu que pendant la Révolution, un pouvoir exécutif faible, ce n'était pas forcément une garantie de stabilité. Donc si on veut avoir une République stable, il faut sans doute un pouvoir exécutif fort. Donc pour avoir un pouvoir exécutif fort, il faut qu'il soit concentré entre les mains d'un homme plutôt que d'un groupe d'hommes. Et à côté de ça, donc, le suffrage universel. Alors, tout ça donne lieu à de très nombreux débats, en fait. De très nombreux débats parce que, assez vite, on se rend compte que un président de la République élu au suffrage universel, c'est quelqu'un qui pourrait quand même avoir un très grand pouvoir. Donc, comme on a toujours cette peur de la dictature, comme on a également ce souvenir de la confiscation du pouvoir par Napoléon Bonaparte, qui devient ensuite l'empereur Napoléon Ier, on veut donner un contrepoids à ce président de la République. Ce contrepoids, il va être incarné par une assemblée unique, un pouvoir législatif, donc à côté du pouvoir exécutif incarné par le président, un pouvoir législatif incarné par une assemblée unique élue au suffrage universel et qui donc jouirait d'une grande légitimité. Alors, le président de la République, ses conditions d'élection vont être assez fortement discutées parce que on réfléchit au fait de soit le faire élire par l'Assemblée elle-même, ce qui viendrait d'une certaine manière réduire un petit peu son pouvoir, le soumettre d'une certaine manière à l'Assemblée, ou une élection au suffrage universel, ce qui ferait qu'on aurait deux pouvoirs qui auraient
la même légitimité, une légitimité populaire, élue par le peuple, mais avec quand même, au bénéfice du président de la République, le fait qu'il est incarné, cette légitimité populaire est incarnée par une seule personne, tandis que au sein de l'Assemblée législative, bien sûr, il y a plusieurs centaines de députés qui incarnent cette légitimité. Alors, finalement, c'est cette dernière option qui est choisie, c'est-à-dire élection du président de la République au suffrage universel, et l'élection est fixée au 18 décembre 1848. Il va donc s'agir, si vous avez bien suivi, de la première élection présidentielle de l'histoire de la République française. Alors, il y a une campagne qui a lieu, dans une France qui est encore marquée par un analphabétisme qui est assez fort, donc tout le monde n'est pas en mesure de lire. Et puis, d'autre part, cette campagne est très courte, parce que la décision d'élire un président de la République intervient avec l'adoption de la Constitution en novembre, début novembre 1848, et l'élection est fixée au mois de décembre suivant. Donc juste un mois de campagne, ce qui est très court, à une époque où, on le sait, les médias sont relativement limités. Bon, il y a la presse, bien sûr, donc les journaux, mais ça ne va pas forcément être évident d'aller communiquer partout sur le territoire national. Alors, on a plusieurs candidats qui se présentent à l'occasion de cette élection, des candidats qui sont des personnalités qui se sont fait remarquer depuis le début de la République. C'est le cas notamment d'Alphonse de Lamartine qui est un poète, que vous connaissez sans doute, un poète romantique, qui a été l'homme qui a proclamé la Seconde République, en fait, qui a été également très important dans ce début de la République, en protégeant le drapeau tricolore. À un moment, il y a eu une discussion autour de la remise en cause du drapeau tricolore, au profit du drapeau rouge, notamment socialiste. Donc Lamartine incarne cette Seconde République dans les premiers mois de la République. Donc il se présente à l'élection. Se présente également à l'élection, je ne vais pas tous vous les citer, mais se présente également à l'élection un autre homme qui apparaît comme ayant de bonnes chances de l'emporter. C'est Louis-Eugène Cavaignac, général de la République, républicain incontestable, qui a eu un rôle assez difficile, qui a été d'écraser la révolte populaire, socialisante, on va dire, au mois de juin 1848, au moment où le peuple, notamment parisien, s'était révolté contre une assemblée républicaine conservatrice, la première assemblée élue au suffrage universel, qui était assez fortement conservatrice et qui a voulu remettre en cause un certain nombre des mesures sociales du début de la République. Donc ces journées de juin 1848 ont été particulièrement violentes à Paris, particulièrement sanglantes aussi, mais Cavaignac, qui était à la tête de l'armée qui a réprimé donc les émeutiers, apparaît comme le sauveur de la République, comme l'homme de l'ordre, l'homme qui incarne cette République conservatrice que semblent souhaiter pas mal de Français, puisque c'était le résultat des élections qui avaient eu lieu quelques mois auparavant, qui avaient donné donc cette assemblée conservatrice. Donc Cavaignac apparaît comme un des favoris, incontestablement, voire le favori de cette élection présidentielle. Et pourtant, ce n'est pas lui qui sera élu. Même s'il obtient un nombre de suffrages assez important, de l'ordre d'1 million de suffrages sur à peu près 7 millions de votants, ce n'est pas lui qui est élu. Celui qui est élu, c'est quelqu'un qu'on attendait moins, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Alors, Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le neveu de Napoléon Ier, de l'ancien empereur. Louis-Napoléon Bonaparte, c'est une espèce d'aventurier qui avait tenté 2 fois des coups d'État dans les années 1840. C'est quelqu'un qui n'a jamais caché, qui n'avait pas spécialement d'attachement à la République, et qui s'est présenté, soutenu d'ailleurs par une partie de l'Assemblée, notamment le centre droit, qui voyait en lui, notamment Adolphe Thiers, qui était l'un des chefs de file de ce centre droit, qui voyait en lui, en gros, un faible qu'on aurait pu assez facilement, pour pas dire un imbécile, qu'on pourrait sans doute assez facilement manipuler pour lui faire faire à peu près ce qu'on avait envie de voir. Donc Louis-Napoléon Bonaparte est élu très largement, premier tour, avec près de 75% des voix. Cette élection, elle est remarquable. Elle est remarquable à plusieurs niveaux, puisque elle révèle tout le danger du suffrage universel, ce que l'on va comprendre par la suite. Le danger du suffrage universel, puisque le suffrage universel, on va s'en rendre compte, il ne fonctionne que s'il est accompagné d'une culture politique, d'une éducation politique. Or, cette éducation politique,
elle n'avait pas pu avoir lieu. Non pas parce que les Français sont des imbéciles, mais parce qu'on n'a pas eu le temps de former, d'éduquer politiquement, de faire connaître les candidats, de faire connaître leur programme, si tant est qu'il y en ait un, parce que le programme de Bonaparte n'était pas forcément très très clair. Donc il y a vraiment là un déficit de compréhension de l'élection présidentielle, de connaissance des candidats, qui a conduit finalement les Français à voter pour quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, mais dont ils connaissaient le nom. Hein, Cavaignac, bon, il était peut-être connu par un certain nombre de catégories, sans doute les plus éduquées, les plus à l'écoute et les plus attentives à l'actualité. Par contre, chez pas mal de Français, de catégories plus modestes, Cavaignac, personne n'en avait entendu parler. Et le pauvre Lamartine, c'est encore pire, il va obtenir 0,20% des voix, donc c'est à peu près 20 000 votants, hein, donc c'est vraiment dérisoire. Tandis que Bonaparte, lui, c'est plus de 5 millions des votes, ce qui montre bien que, voilà, on a voté avant tout pour un non. Alors, ce qui était craint par pas mal de monde va se révéler vrai, puisque celui qu'on appelait le prince-président, hein, Bonaparte, va gouverner à partir de 1848. La Constitution avait prévu, comme ça avait été voulu par Tocqueville, un mandat de 4 ans. Mais Tocqueville, entre autres, hein, avait également souhaité que ce mandat ne puisse pas être renouvelable. Donc c'était un mandat qui était finalement assez limité pour éviter toujours la même chose, hein, le risque de dictature, le risque également que le président, sur son premier mandat, soit principalement préoccupé par la préparation de sa réélection. Donc Tocqueville a pu voir ce qui se passait aux États-Unis, qui est en partie lié à cette question-là. Bon... ça posait quelques difficultés. Puisque assez vite, dès 1850-1851, va tourner la question de qui va être le suivant. Et le prince-président, qui sait habilement jouer des divisions et de l'impopularité de l'Assemblée, va demander à ce que la Constitution soit modifiée pour lui permettre de se représenter. Je vous renvoie d'ailleurs à une émission qu'on a fait précédemment sur le coup d'État du 2 décembre 1851, puisque à la suite du refus de l'Assemblée de modifier la Constitution, Louis-Napoléon Bonaparte va donc faire un coup d'État qui va lui permettre de se maintenir au-delà de la fin de son mandat, et même, tout simplement, l'année suivante, le 2 décembre 1852, de rétablir l'Empire. Donc c'est la fin de la Seconde République, l'échec de la Seconde République, et donc évidemment, à nouveau, quelque chose qui va alerter les républicains, c'est le fait qu'on a eu une concentration du pouvoir qui a débouché sur une remise en cause de la République et la fin de la République. Comme sur la première expérience, hein, en 1799, lorsque le premier consul Napoléon Bonaparte s'était emparé du pouvoir et avait concentré le pouvoir exécutif entre ses mains, la République avait disparu, et bien c'est la même chose qu'on va retrouver ici. Donc évidemment, c'est quelque chose qui va peser très très lourd. Et pendant très longtemps, la gauche, parce que les grands courants politiques se sont déjà formés, hein, la gauche et même le centre-droit vont considérer que, d'une part, l'élection au suffrage universel d'un président de la République, c'est extrêmement dangereux, puisque on peut avoir des très mauvaises surprises dans le résultat des votes, et puis, d'autre part, cette concentration du pouvoir entre les mains du président, c'est quelque chose qui peut très facilement déboucher sur la dictature, sur une concentration du pouvoir qui entraînerait la remise en cause de la République. Et donc pendant très longtemps, jusqu'en fait aux années 1960, on va évacuer la possibilité que le président de la République soit un homme puissant et soit élu, pas directement par les Français. Alors, l'Empire va donc durer de 1852 à 1870, c'est le Second Empire, hein, Second Empire qui prend fin finalement avec la défaite contre les Prussiens, qui vont devenir les Allemands, et avec donc le rétablissement de la République. C'est la Troisième République cette fois-ci, le 4 septembre 1870, que vous voyez ici proclamé par l'un des hommes forts de ce début de la République, Léon Gambetta, à la fenêtre de l'Hôtel de Ville de Paris. Bon, la proclamation de la République se fait dans des conditions très difficiles. C'est la guerre, hein, c'est la guerre avec la Prusse. On va ensuite avoir
la Commune de Paris qui va éclater au printemps 1871, donc le début de la République se fait vraiment dans des conditions extrêmement compliquées. Et en fait, ce sont les Allemands qui vont exiger que la France se structure, que les institutions françaises se structurent, avec une assemblée qui va être élue pour pouvoir négocier le traité de paix, et avec un exécutif qui va être nommé. Cet exécutif, il va être incarné par un homme politique extrêmement expérimenté, l'un des hommes politiques les plus expérimentés sans doute de son temps, c'est Adolphe Thiers, l'homme qui avait commis un certain nombre d'erreurs de lecture, notamment sur Louis-Napoléon Bonaparte, qui se retrouve donc au début de l'année 1871, chef de l'exécutif, c'est le titre qu'il a, chef de l'exécutif, d'un exécutif très provisoire, puisqu'il n'y a pas encore de constitution, puisqu'il va falloir préparer une constitution. Alors, Adolphe Thiers, qui est royaliste, alors c'est un royaliste modéré, c'est ce qu'on appelle un orléaniste, c'est-à-dire le centre droit en fait, est un homme qui convient très bien à l'assemblée qui est en place à ce moment-là. Cette assemblée, c'est une assemblée qui est majoritairement monarchiste. Donc il est détesté par la gauche, parce que c'est l'homme qui a réprimé la Commune, mais il jouit quand même d'une popularité assez forte sur l'Assemblée. Et vu sa politique, qui est une politique assez loyale à l'égard de l'Assemblée, conservatrice, qui rassure, Adolphe Thiers va se voir conforté d'une certaine manière dans ses fonctions en recevant au mois d'août 1871 le titre de président de la République. Donc du coup, Adolphe Thiers, dans la liste des présidents de la République, est le deuxième président. Un président qui est nommé, en fait, a été nommé par l'Assemblée. Il n'y a pas du tout d'élection au suffrage universel, bien évidemment, et on a simplement donc, un changement de titre qui n'entraîne pas d'ailleurs de véritable changement de pouvoir en faveur d'Adolphe Thiers. Donc Adolphe Thiers, deuxième président de la République, qui va progressivement glisser au fur et à mesure des mois vers, et de manière assez pragmatique en fait, parce qu'il se rend compte de l'évolution de la situation politique de la France, il va glisser vers le républicanisme. Il va devenir de plus en plus ouvert à l'idée républicaine. Ce qui va déplaire à l'Assemblée. Une Assemblée qui reste monarchiste, même si elle l'est de moins en moins, parce qu'au fur et à mesure d'élections partielles, en fait, les républicains réussissent à gagner un certain nombre de places de députés. Mais donc, assez vite, finalement, dès 1873, on arrive à une situation de divorce, de désaccord entre Adolphe Thiers et l'Assemblée, et des accords qui débouchent sur un divorce. Donc Adolphe Thiers est désavoué par l'Assemblée, il est contraint à la démission par l'Assemblée, même s'il est persuadé qu'on va le rappeler, on ne le rappellera pas, et il doit assister en fait à l'élection par l'Assemblée d'un nouveau président de la République, le troisième donc, qui est Patrice de MacMahon. Donc tout ça se fait toujours sans constitution, il n'y a pas de constitution, donc c'est des choses qui se font vraiment sans cadre institutionnel bien précis. Alors MacMahon, c'est un militaire célèbre à cette époque, qui est un des plus prestigieux militaires de l'armée française, maréchal de MacMahon, qui est là avant tout pour préparer ce qui est l'objectif de l'Assemblée, c'est-à-dire la restauration monarchique. Et en effet, la restauration monarchique, tout est prêt pour la restauration monarchique qui doit se faire seulement à partir du moment où on se sera totalement mis d'accord avec l'homme qui doit incarner cette restauration, l'homme qui doit devenir le nouveau roi de France, le comte de Chambord. En fait, le comte de Chambord, c'est le petit-fils de l'un des derniers rois de France, qui était Charles X. Et ce comte de Chambord tergiverse. Au cours de l'été 1873, il hésite. Il y a eu une histoire de drapeau. Il veut remettre en cause le drapeau tricolore. L'Assemblée n'est pas d'accord. En fait, c'est sans doute un prétexte. Chambord craint surtout, sans doute, de ne pas pouvoir véritablement être roi tel qu'il entend. Il n'a pas envie d'être une espèce de roi fantoche à l'anglaise. Donc, il renonce, et donc la restauration monarchique ne se fait pas. Elle ne se fait pas, et les royalistes, en fait, ont raté leur chance. Elle ne se fera pas. Mais bon, même si en octobre 73, donc, la restauration échoue, on espère bien quand même réussir à rester au pouvoir du côté monarchiste pour arriver quand même au terme de négociations, de nouvelles négociations, à rétablir la monarchie. Alors, pour ce faire, on va voter une loi en novembre 1873
qui prévoit que le président de la République sera élu pour 7 ans, enfin sera en place pour 7 ans. Jusqu'à présent, il y avait, je vous l'ai dit, il n'y a pas de constitution, il n'y a pas d'institution bien établie, donc le président de la République n'avait pas de mandat en fait, hein, il n'y avait pas de durée des fonctions du président de la République. Donc là, on instaure donc ce qu'on appelle le septennat, c'est-à-dire un mandat pour 7 ans. Alors pourquoi 7 ans? Bon, c'est des discussions, il y avait un certain nombre de députés qui étaient, notamment les plus monarchistes, qui étaient favorables à un mandat de 10 ans, ce qui laissait pas mal de temps pour arriver à un accord avec le prétendant à la couronne de France. D'autres, parmi les députés un petit peu plus modérés, considéraient que 10 ans c'était vraiment beaucoup trop long, 5 ans ce serait très bien, donc on arrive finalement à une situation, à une solution de compromis. 7 ans en plus. MacMahon, qui est quand même pas tout jeune, estime que 7 ans, c'est ce qu'il peut donner encore pour rester au pouvoir. Donc on se met d'accord sur ce principe-là et donc se met en place septennat. Septennat qui va rester en application en France jusqu'au début du XXIe siècle. Donc ça va être vraiment la durée de mandat du président de la République, la plus classique que va connaître la République française. Alors, sur ces bases-là, on a quand même des institutions qui vont commencer à se mettre en place. Et alors, parmi ces institutions, va intervenir un premier pas très important, qui est ce qu'on appelle l'amendement Wallon, du nom d'Henri Wallon, donc, qui organise la fonction présidentielle. Donc là, on est au début de l'année 1875, en janvier 1875. L'amendement Wallon prévoit que les conditions dans lesquelles le président de la République va être élu, à savoir qu'il sera élu par la majorité absolue des deux assemblées, dans ce régime de la Troisième République, on a deux assemblées, la Chambre des députés, qui est l'ancêtre un peu, si vous voulez, de notre Assemblée nationale, et le Sénat. Donc les deux assemblées doivent se réunir pour élire le président de la République, se réunissent dans une grande assemblée qu'on appelle l'Assemblée nationale. Alors, évidemment, ça peut entraîner quelques confusions avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour la Troisième République, l'Assemblée nationale, c'est la Chambre des députés plus le Sénat, qui vont donc élire un président de la République élu pour 7 ans. Je vous l'ai dit, 7 ans, renouvelable, il est rééligible, donc il peut faire un deuxième mandat de 7 ans. Alors, pourquoi l'amendement Wallon est important? Bon, au-delà de la mise en place du cadre du pouvoir du président de la République, enfin de l'élection du président de la République, c'est également parce qu'il désincarne la fonction de président de la République. Jusqu'à présent, le président de la République était incarné, c'était Thiers, c'était MacMahon. Dorénavant, on fait de la présidence de la République une institution qui n'est plus forcément attachée à une personne. Et donc, ça enracine, si vous voulez, l'idée républicaine, bien sûr. Et on a pu considérer que Wallon était, d'une certaine manière, le père de la Troisième République, enfin de la Constitution, de la Troisième République. En effet, par la suite, on a les principes constitutionnels qui seront précisés par différentes lois au cours de l'année 1875. Et en fait, l'amendement Wallon annonce ce qui va se passer pendant la Troisième République. En effet, on va avoir des élections, et on va en avoir pas mal, puisque, au total, 15 présidents de la République vont se succéder au cours de cette Troisième République, qui dure de 1870 jusqu'à 1940, et qui reste encore aujourd'hui la plus longue république qu'ait connue la France. Alors, MacMahon, au départ, donc, est président de la République. C'est un monarchiste, je vous l'ai dit, mais un monarchiste qui va assister à la perte de majorité des royalistes et la montée en puissance des républicains. Les républicains sont, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais à la fin des années 1870, les républicains sont majoritaires partout, dans les deux chambres, la Chambre des députés, le Sénat. Ils réussissent également à imposer à MacMahon un gouvernement républicain. Et donc, bon, MacMahon se rend compte qu'il n'est plus en état de jouer quelque rôle que ce soit au sein des institutions. Il décide donc de démissionner sur un désaccord avec le gouvernement en 1879. Est élu donc un nouveau président de la République. C'est le premier président de la République qui est très clairement républicain, qui a toujours été républicain. C'est Jules Grévy, donc, qui est élu en 1879. Donc, si vous avez compté, c'est le 4e président de la République française. Alors, je ne vais pas vous faire une liste des 13 présidents que connaîtra la Troisième République. Je vous ai dit qu'il y a eu 15 élections, mais 13 présidents.
puisqu'on a eu plusieurs situations assez intéressantes. Et c'est plutôt ces situations sur lesquelles je veux m'arrêter pour arriver à comprendre ce qu'est la présidence de la République pendant la Troisième République. Alors, Grévy, déjà, il est important parce que, à peine élu, en 1879, il décide aussitôt qu'il va se positionner en tant que président de la République dans une situation, dans une position, on va dire, de réserve par rapport à la vie politique. Il ne veut pas intervenir dans le jeu politique. Ce qui fait que Grévy va faire de la fonction de président de la République une fonction essentiellement représentative, une fonction prestigieuse, certes, on va y revenir, mais essentiellement donc représentative. Il ne veut pas dicter sa volonté à l'Assemblée, il ne veut pas non plus, et il décide qu'il n'exercera pas l'un des pouvoirs importants qui était reconnu par la Constitution de la Troisième République au président de la République, c'est le droit de dissoudre l'Assemblée, ce qui lui permettait éventuellement d'avoir une nouvelle élection qui pourrait lui donner une majorité plus confortable. Donc il ne veut pas de tout cela. Pour lui, le président de la République doit être en retrait. Il doit laisser s'exprimer le jeu des majorités qui pourraient se mettre en place au sein de la Chambre des députés principalement, et qui déboucheront sur la mise en place de tel ou tel gouvernement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fois la constitution Grévy. Alors c'est pas une constitution, c'est écrit nulle part, hein, mais c'est cette nouvelle ligne politique que va suivre le président de la République. Alors, même s'il est dans une position très en retrait, on va dire, le président de la République occupe une fonction prestigieuse, ce qui fait qu'on a quelques grands noms qui chercheront à accéder à la présidence de la République. C'est le cas, par exemple, de Jules Ferry, que tout le monde connaît, donc le père de l'école publique obligatoire, on dit également laïque, même si c'est pas clairement indiqué dans la loi. Ce sera le cas, par exemple, également de Georges Clemenceau, qui essaiera d'être président, d'Aristide Briand également, vous connaissez peut-être aussi, des hommes qui chercheront à être président de la République, mais n'y parviendront pas. N'y parviendront pas parce que on va retrouver au sein des députés et des sénateurs cette idée qu'une trop forte personnalité élue président de la République, ce serait quelque chose qui pourrait être dangereux pour la République. Toujours cette peur de la concentration du pouvoir, toujours cette peur d'un exécutif trop fort qui pourrait remettre en cause la République, ainsi qu'on l'a vu à plusieurs reprises par le passé. Alors, donc, les présidents de la République sont dans une position assez en retrait par rapport à la vie politique, dans une position qui est assez prestigieuse, mais dans une position qui, pour certains d'entre eux, va être jugée comme assez inconfortable. Et en effet, on a assez vite des présidents qui vont essayer de sortir de cette position assez en retrait, on l'a dit, qu'avait décidé de mettre en place Grévy. C'est le cas par exemple de Jean-Casimir Perier qui était élu président de la République en 1894, qui va vouloir essayer de reprendre la main sur la vie politique, ce qu'avait refusé Grévy, et qui va du coup provoquer la colère de l'Assemblée, de la Chambre des députés, qui va le contraindre à la démission. C'est exactement la même situation qui se produira quelques décennies plus tard, avec Alexandre Millerand. Là, on a fait un bond dans le temps d'une cinquantaine d'années. On est en 1924, lorsqu'Alexandre Millerand, aussi une personnalité politique très expérimentée, va être contraint lui aussi à la démission. On lui reproche de vouloir rétablir un pouvoir exécutif fort entre les mains du président de la République, d'avoir des tendances finalement dictatoriales, comme le diront ses adversaires politiques. Donc du coup, on en revient on va rester pendant toute la Troisième République sur un président de la République très en retrait, qui est une personnalité connue, remarquée, mais qui n'a pas de rôle politique de premier plan. Alors, pas de rôle politique de premier plan dans la politique intérieure, mais assez souvent quand même, on a des présidents de la République qui vont estimer qu'ils ont un rôle à jouer dans, justement, incarnant d'une certaine manière la France en tant que président. Ils ont un rôle à jouer sur les relations internationales. C'est le cas par exemple du président Armand Fallières, élu en 1906, qui va être un des éléments importants de la mise en place de la grande alliance entre la Russie
le Royaume-Uni et la France qui va préparer la Première Guerre mondiale. C'est le cas également, justement, pendant la Première Guerre mondiale, de Raymond Poincaré, qui est élu en 1913 et qui va être le président au cours de cette Première Guerre mondiale, incarnant juste avant la guerre justement l'alliance, veillant à maintenir l'alliance avec la Russie, et qui aura un rôle international assez important pendant les événements dramatiques de la guerre. Donc les présidents ont pu jouer un rôle international non négligeable, mais malgré cela, on constate que ces présidents, généralement, ils se contentent assez largement d'un seul mandat. Il est assez rare, en fait, que les présidents de la Troisième République se présentent à un deuxième mandat. Et en fait, il y a deux cas seulement. C'est le cas de Jules Grévy, dont on a parlé précédemment, qui est réélu après son premier mandat en 1885. Et c'est le cas d'Albert Lebrun, le dernier président de la Troisième République, qui, après avoir été élu en 1932, est réélu en 1939. Dans des conditions un peu compliquées, on est à la veille de la guerre, il n'y a pas grand monde qui a envie d'y aller, donc il est réélu. Alors que ce soit Grévy ou Lebrun, d'ailleurs, ni l'un ni l'autre ne finiront leur deuxième mandat. Grévy est contraint à la démission à la suite d'un scandale. Lebrun va voir tout simplement la Troisième République disparaître au début de la Seconde Guerre mondiale. Alors il faut savoir, juste pour finir ce grand portrait de famille des présidents de la Troisième République, qu'on a eu au cours de la Troisième République 2 présidents qui ont été assassinés. C'est le cas de Sadi Carnot, le successeur de Grévy, qui est assassiné par un anarchiste italien en 1894 à Lyon. C'est le cas également d'un président qui a été un petit peu oublié aujourd'hui, Paul Doumer, grand homme politique là aussi de la Troisième République, une grande expérience politique. Et Doumer est assassiné en 1932, un an après son élection, par des équilibrés dont on ne sait pas très bien quelles étaient ses revendications. Il faut savoir également qu'on a un président qui est mort en fonction, c'est Félix Faure, qui est mort, il est élu en 1894 à la suite de la démission de Casimir Péret dont on avait parlé précédemment, enfin 1895, pardon, et il meurt 4 ans plus tard, donc de mort naturelle, lui, pour le coup, dans des circonstances un peu désagréables, on va dire, pour lui. Elles ne sont pas troubles, mais elles ne sont pas forcément très favorables à sa réputation post-mortem. Je vous laisserai aller chercher les raisons pour lesquelles c'est quelque chose qui cette mort a fait l'objet d'un certain nombre d'articles assez savoureux. Donc des présidents de la République morts pendant leur fonction, des présidents de la République également qui ont démissionné, on en a plusieurs, j'ai parlé déjà de Grévy, j'ai parlé de Casimir Perier, Millerand, MacMahon, donc il y en a quand même pas mal. On a également Paul Deschanel qui a démissionné quelques mois après avoir été élu. Alors là aussi, les circonstances sont assez discuter, peut-être des problèmes de santé. Paul Deschanel a été très malheureux en tombant d'un train, sans doute dans une crise de somnambulisme. Et bon, c'est également quelqu'un qui a ressenti un certain poids, une certaine pression avec cette présidence de la République, donc il préfère démissionner dès quelques mois après avoir été élu en 1920. Mais bon, dans tout cet ensemble, il y a quand même un certain nombre de présidents de la République qui ont fait leur mandat de manière tout à fait classique et avec une grande stabilité. C'est le cas par exemple d'Émile Loubet ou encore de Gaston Doumergue, et ainsi on a passé en revue tous les présidents de la Troisième République. Alors, cette Troisième République, elle est marquée quand même, plus on va avancer dans le temps, plus elle va être marquée par l'instabilité. L'instabilité gouvernementale et une relative faiblesse. Même si la Troisième République réussit à passer le cap de la Première Guerre mondiale, c'est en bonne partie par le fait qu'on a eu une concentration du pouvoir exécutif entre les mains du dernier
chef du gouvernement, Georges Clemenceau. Mais par la suite, pendant les années 20, les années 30, alors même que monte toute une série de périls en Europe, avec la montée de régimes autoritaires, en Italie, en Allemagne notamment, la Troisième République semble être extrêmement instable. Et donc ça donne lieu à un certain nombre de réflexions autour de la nécessité de réformer la République, et notamment de renforcer le pouvoir exécutif. On a quelques théoriciens assez brillants, quelques hommes politiques également, tels que André Tardieu, qui a été à plusieurs reprises chef du gouvernement, et qui est favorable à un renforcement alors pas du pouvoir du président de la République pour lui, mais du chef du gouvernement, qu'on appelle à cette époque le président du Conseil, dont il veut changer le nom pour devenir le Premier ministre, et qui devrait donc avoir un pouvoir exécutif beaucoup plus fort que ne l'a le chef du gouvernement à cette époque. Tardieu qui sera attaqué pour ses thèses, Doumergue, qu'on a vu tout à l'heure également, devenu à son tour de nouveau chef du gouvernement après avoir été président de la République, sera dans la continuité de Tardieu sur l'idée qu'il faut renforcer les pouvoirs du chef du gouvernement, mais l'un comme l'autre sont accusés de bonapartisme. On les accuse de bonapartisme, on les accuse de ceux que l'on craint avant tout. On en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire renforcer le pouvoir exécutif, c'est le tremplin pour la mort de la République, le tremplin pour l'instauration d'un pouvoir exécutif dictatorial qui pourrait déboucher sur une restauration impériale ou monarchique, enfin peu importe le nom. Alors, à force de ne pas se réformer, la Troisième République, on le sait, va s'écrouler. Elle s'écroule donc au début de la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée au pouvoir du maréchal Pétain qui ne prend pas d'ailleurs le titre de président de la République, il est chef de l'État, d'un État d'ailleurs qui va préparer sa constitution, qui ne verra jamais le jour, mais un chef de l'État qui, par contre, va, lui, concentrer assez fortement le pouvoir exécutif. Alors le maréchal Pétain, on le sait, est renversé en 1944, avec donc ce régime de Vichy. Et parmi les hommes forts qui sortent de la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, il y a Charles de Gaulle, le chef de la France libre, chef du gouvernement provisoire de la République française également, qui arrive en France en 1944 et joue le rôle de chef de l'État pendant cette période. De Gaulle aspire à ce que les institutions de la République soient réformées, et lors d'un discours très célèbre en 1946, il veut que le président de la République voit son rôle complètement revu, complètement corrigé, pour qu'il soit au-dessus des partis politiques, et qu'il incarne finalement un pouvoir exécutif beaucoup plus fort que par le passé. Les Français semblent être assez à l'écoute. Et en effet, lorsqu'on a demandé aux Français en 1945 s'ils voulaient le rétablissement des institutions de la Troisième République, ils ont répondu de manière très majoritaire non. Ils ne veulent pas de la restauration des institutions de la Troisième République. Eh bien, la position de De Gaulle ne va pas être écoutée. Les partis politiques vont, en effet, travailler à la mise en place d'une constitution. Cette constitution, c'est la constitution de la Quatrième République, qui est adoptée en octobre 1946, et qui rétablit en bonne partie, en fait, des institutions assez proches de la Troisième République. Et c'est notamment le cas du président de la République. Le président de la République, en effet, doit être élu, comme pendant la Troisième République, par les chambres, les deux chambres réunies on n'appelle plus ça maintenant l'Assemblée nationale, mais en congrès. Le président de la République a toujours un mandat de 7 ans, mais un mandat de 7 ans renouvelable, là aussi, une fois seulement. Il faut dire, 14 ans de mandat, c'est quand même très très long. Et il perd même, ce président de la République, un des pouvoirs qui était important, théoriquement, même s'il n'était pas exercé pendant la Troisième République, qui est le pouvoir de dissolution des chambres, et ça, évidemment, ça montre que la Quatrième République s'inscrit totalement dans la continuité de la Troisième République, en tout cas de la conception de la Troisième République, de la présidence de la République, dans la continuité de la doctrine Grévy, en fait, qui date des origines de la République. Alors,
La 4ème République connaîtra deux présidents de la République, élus donc par le Congrès. Le premier, c'est le socialiste Vincent Auriol, élu en 1946, assez facilement. Et le second sera élu de manière beaucoup plus compliquée. Il faudra en effet 13 tours de vote pour que René Coty arrive finalement en 1953 à obtenir une majorité suffisante pour être élu président de la République, donc de manière très compliquée. Auriol ou Coty sont des présidents qui n'ont que très peu de pouvoir, comme les présidents de la 3e, et qui ne peuvent que constater l'instabilité de la 4ème République, confrontée à des crises à répétition, les crises liées à la décolonisation notamment, la guerre d'Indochine, la guerre ensuite en Algérie, avec des gouvernements qui se succèdent, dont certains ne durent que quelques heures, et incapables de faire face donc à ces difficultés que rencontre la France. Alors, évidemment, cette 4ème République donc, va finalement s'écrouler sans surprise. Elle va s'écrouler avec le retour du général de Gaulle. De Gaulle donc revient au pouvoir en 1958 et immédiatement arrivé au pouvoir, il va mettre en application ses idées constitutionnelles. C'est ainsi qu'est adoptée la constitution de la 5e République, c'est la nôtre encore aujourd'hui, le 4 octobre 1958. Dans cette constitution de la 5e République, le général de Gaulle entend renforcer le pouvoir du président de la République, ce qu'il avait souhaité, on l'a vu précédemment. Alors ce président de la République, tel qu'il est élu en 1958, est quand même élu par... Alors il n'est pas élu par les chambres, mais il est élu par un collège électoral un petit peu plus large. Parce que, en fait, dans le régime de la 3e et de la 4e République, le président de la République est élu par 1 millier de personnes à peu près. 1 millier d'hommes, de députés, et donc bien sûr des gens qui certes sont élus au suffrage universel, en tout cas pour les députés, mais c'est une élection, c'est une démocratie indirecte. Alors la constitution de la 5e République maintient cette élection à suffrage indirect, mais élargit le corps électoral. C'est-à-dire que c'est plus 1 millier de personnes qui va élire le président de la République, mais c'est un peu plus de 80 000 grands électeurs qui sont, ce sont les membres du Parlement, ce sont des élus au Conseil généraux, des représentants des conseils municipaux, donc des grands électeurs qui sont chargés d'élire le président de la République. Et le général de Gaulle est élu le premier président de cette 5e République avec un suffrage très confortable, une avance très confortable, près de 80% donc, des grands électeurs l'élisent. Donc, une fois élu, de Gaulle va exercer un pouvoir présidentiel qui est beaucoup plus fort que précédemment. Il incarne, ce président de la République, incarne l'exécutif. Pour lui, il n'est plus, avec son langage fleuri dont il avait parfois le secret, il n'est plus question pour le président de la République d'inaugurer les chrysanthèmes. Donc, il s'agit pour le président de la République d'exercer véritablement le pouvoir, d'être l'homme le plus influent, le plus puissant de la République, le véritable chef de l'exécutif. Mais de Gaulle veut aller plus loin. Il veut aller plus loin, il veut en effet renouer avec quelque chose qu'on avait connu en 1848, c'est-à-dire que le président de la République jouisse d'une légitimité populaire. Alors, on avait vu ce que ça avait entraîné comme conséquence, cette élection du président au suffrage universel, c'est celle qui avait conduit au pouvoir Louis-Napoléon Bonaparte en 1848, et donc De Gaulle veut renouer avec cette élection du président de la République au suffrage universel direct, cette fois-ci suffrage universel de tous les Français, puisque les femmes ont obtenu le droit de vote en 1944, et donc c'est l'ensemble des Français de plus de 21 ans qui vont être appelés à élire le président de la République. De Gaulle soumet cette idée aux Français par référendum en 1962, et les Français votent très massivement en faveur donc, de cette élection au suffrage universel, qui déplaît fortement à un certain nombre de députés, notamment à gauche, qui craignent toujours cette tendance bonapartiste. C'est le cas d'hommes politiques de premier plan, tels que Pierre Mendès France ou François Mitterrand, par exemple, qui vont critiquer cette élection au suffrage universel direct. Alors ça n'empêche pas Mitterrand d'ailleurs de se présenter contre le général de Gaulle en 1965. De Gaulle arrive au bout de son premier mandat, il a été élu en 1958, donc 7 ans après, 1965. C'est la première élection du président de la République au suffrage universel depuis 1848. De Gaulle était persuadé d'être élu au premier tour, il fait quasiment pas campagne,
surprise, il est mis en ballottage, c'est-à-dire qu'il est contraint à un deuxième tour par François Mitterrand. Et De Gaulle s'impose assez nettement au second tour pour donc commencer ce deuxième mandat présidentiel. Alors, cette élection du président au suffrage universel, elle est évidemment lourde de sens du point de vue institutionnel, puisque elle va donner au président de la République une légitimité égale à celle des députés. Mais une légitimité, on l'a dit déjà tout à l'heure pour l'élection de 1848, une légitimité qui est personnifiée, beaucoup plus que celle des députés. Et ça va être d'autant plus fort que maintenant on va pouvoir s'appuyer sur un système médiatique beaucoup plus développé. La fin des années 60, c'est la démocratisation de la télévision, à côté de la radio qui est déjà maintenant partout présente dans les foyers, à côté des journaux qui restent toujours assez largement lus par les Français. Donc le président de la République va clairement incarner la France, il va clairement incarner le pouvoir en France beaucoup plus nettement encore que par le passé. Donc le général de Gaulle va incarner ce pouvoir. Il va être très attaché à ce lien avec les Français, qu'il va interroger à plusieurs occasions, soit par des dissolutions de l'Assemblée pour vérifier qu'il jouissait de la confiance des Français et d'une majorité assez confortable. C'est ce qu'il fera en 1968, après les événements du printemps 1968, soit par le biais de référendum lorsqu'il s'agit de modifier la Constitution. C'est le cas en 1969. Et là, les Français vont voter contre De Gaulle, et De Gaulle va en tirer toutes les conséquences. Il décide en effet de démissionner, il considère que, vraiment dans une logique extrêmement démocratique finalement, puisqu'il considère que le président de la République doit jouir de la confiance des Français. En gros, en 1969, les Français n'ont pas renouvelé leur confiance au président de la République, il démissionne donc à la suite de cet échec du référendum. Bon, on ne va pas s'étendre sur tous les présidents qui vont suivre, simplement vous le savez, en 1969 donc, va être élu celui qui a été un temps Premier ministre du général de Gaulle, donc Georges Pompidou, qui est élu donc en 1969 et qui va mourir en fonction en 1974, avant le terme donc, de son mandat. 1974, donc nouvelle élection. Cette fois-ci, cette élection va être l'occasion de l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing, donc un jeune président, moins de 50 ans, lorsqu'il devient président. Un homme ouvert sur la jeunesse, c'est lui qui va baisser notamment l'âge de la majorité. À partir donc, de 1974, les Français pourront voter à partir de 18 ans, et donc le président de la République pourra représenter, pas seulement lui, mais lors de l'élection suivante, on va avoir donc une partie de la jeunesse qui était pour l'instant exclue du droit de vote qui va pouvoir à son tour voter. Et en 1981, Giscard va être battu. Il est battu par François Mitterrand, qu'on a déjà rencontré, un homme politique extrêmement expérimenté, qui avait un temps milité contre l'élection du président au suffrage universel, qui va être élu au suffrage universel, et du coup, il ne remettra pas en cause cette idée de l'élection du président au suffrage universel. Il va être président à partir de 1981, il sera même réélu en 1988, et pour la première fois, on a un président qui va faire l'intégralité de ses deux mandats, puisqu'il sera président pendant 14 ans au total. François Mitterrand, le gouvernement de François Mitterrand, va être également l'occasion de quelque chose qui n'était pas forcément attendu au départ par la Ve République, c'est le principe de la cohabitation. Puisque Mitterrand était un socialiste, donc en soi c'était quelque chose qui était intéressant parce que c'était la première alternance véritablement politique de la Ve, puisqu'on n'avait eu que des présidents de droite jusqu'à présent, donc Mitterrand est le premier président de gauche, ce qui montre le bon fonctionnement de la démocratie, cette alternance qui s'est faite de manière tout à fait pacifique. Mais Mitterrand va assister donc à des défaites politiques, puisque en 1986, dans un premier temps, il se retrouve avec un gouvernement de droite à ses côtés, donc président de gauche, gouvernement de droite, ce qui va fortement affaiblir les pouvoirs du président de la République. Ça ne l'empêche pas de gagner les élections de 1988, et donc de retrouver une majorité de gauche, mais à nouveau, quelques années plus tard, en 1993, la droite remporte les élections législatives, et donc de nouveau, il se retrouve avec un gouvernement de droite, et donc obligé de cohabiter. Ce gouvernement de droite annonce finalement donc le retour d'un président de droite
en la personne de Jacques Chirac, qui est élu en 1995. Alors Chirac va à son tour, c'est la première fois depuis un petit moment en fait que ça va se faire, va modifier la Constitution au niveau donc de la fonction présidentielle. En effet, il propose aux Français en 2000 de modifier la durée du mandat présidentiel. Le mandat présidentiel qui était de 7 ans, on le sait, depuis 1873. Depuis cette question autour de la restauration monarchique à l'époque de MacMahon, eh bien, Chirac propose donc de réduire la durée du mandat présidentiel à 5 ans. On passerait donc du septennat au quinquennat. Et les Français sont interrogés donc par référendum sur cette question. Ils votent majoritairement, malgré une forte abstention, ils votent majoritairement pour la mise en place du quinquennat. Alors ce quinquennat vient bien sûr réduire la durée du mandat présidentiel, mais vient d'un autre côté renforcer le pouvoir présidentiel, parce que la durée du mandat présidentiel devient identique à la durée du mandat de député. Ce qui fait que, évidemment, lorsqu'un président va être élu, il va également faire élire une assemblée qui, il y a de fortes chances, sera de la même couleur politique que le président de la République. Ce qui permet donc en principe au président de la République de jouir d'une majorité, de pouvoir s'appuyer sur une majorité qui lui sera favorable pendant toute la durée de son mandat. Chirac savait très bien ce que ça pouvait impliquer d'avoir une majorité en désaccord avec le président. Il avait été Premier ministre lors de la première cohabitation en 1988 et il a connu la cohabitation lui aussi à la suite d'une dissolution malheureuse de l'Assemblée. Avec donc l'arrivée au gouvernement de Lionel Jospin en 1997, si je ne m'abuse. Donc le quinquennat est adopté, Chirac est réélu en 2002, donc il fait un second mandat, mais lui ne va pas donc rester, si vous avez bien compté, 14 ans au pouvoir, il va rester 12 ans, hein, un septennat plus un quinquennat, puisqu'il va être le premier président de la République, donc élu pour 5 ans. En 2007, à la fin de sa présidence, est élu donc un homme qui appartient donc au même parti politique, donc à droite, Nicolas Sarkozy. Sarkozy, qui va lui aussi faire sa réforme constitutionnelle concernant la présidence de la République, puisque en 2008 intervient une réforme qui précise que le président de la République ne peut être élu que pour 2 mandats consécutifs. Jusqu'à présent, on prévoyait, et depuis là aussi les origines, c'est-à-dire depuis la Troisième République, on prévoyait que le président de la République aura un mandat renouvelable, sans précision. Bon, dans les faits, on envisage difficilement qu'on puisse être renouvelé plus d'une fois. Mais bon, c'était pas écrit noir sur blanc dans la Constitution, donc là, en 2008, sous la présidence Sarkozy, on prévoit que le président de la République ne pourra être renouvelé qu'une fois, ce qui fait qu'il ne peut faire que 2 mandats de 5 ans, pas plus. 2 mandats consécutifs de 5 ans, pas plus. À la fin de la présidence Sarkozy, il y a également une autre réforme qui est assez intéressante pour l'élection présidentielle, c'est que l'âge minimum du candidat à l'élection présidentielle est baissé à 18 ans. Il était à 23 ans auparavant, et donc dorénavant, on peut être élu à partir de 18 ans. Bon, Sarkozy, lui, va mettre fin à ce qui était devenu finalement une habitude, hein, puisque avec Mitterrand, puis ensuite avec Chirac, les présidents sortants se faisaient réélire. Il est battu en 2012, il est battu donc par François Hollande, qui est l'occasion d'une nouvelle alternance, puisque la gauche revient au pouvoir avec cette nouvelle alternance. Alors, l'arrivée de la présidence Hollande va pas bouleverser la vie, l'organisation, on va dire, de la fonction présidentielle. Et si ce n'est que Hollande, comme Sarkozy, ne vont pas enchaîner sur un second mandat. Alors Sarkozy, lui, s'était présenté pour un second mandat. Vous le savez, François Hollande ne se présente pas pour un second mandat, ce qui ouvre la voie donc à l'élection d'Emmanuel Macron aux élections de 2017. Emmanuel Macron, plus jeune président connu par la République française, puisqu'il est âgé simplement de 40 ans lors de cette élection. Le président de la République, tel qu'on vient de le décrire donc, dans le cadre de cette 5e République, est un président qui, vous l'avez compris, est élu au suffrage universel direct donc par tous les Français de plus de 18 ans,
sur un système à 2 tours. C'est-à-dire que le président peut être élu au premier tour, c'est jamais arrivé depuis la mise en place de l'élection au suffrage universel, donc depuis 1965. Le deuxième tour, donc, du coup, va avoir lieu si aucun président n'arrive à plus de 50% des suffrages exprimés au premier tour. Et donc, dans ce cas-là, on a un deuxième tour qui doit être organisé, qui va confronter les 2 candidats qui sont arrivés en tête, ou en tout cas qui ont le plus de suffrages. Si jamais il peut y avoir un des candidats parmi ces 2 qui se désiste, dans ce cas-là, ce sera le suivant, qui va pouvoir se présenter au second tour. Donc le second tour a lieu en principe 14 jours après le premier tour. Toute personne, donc, tout Français de plus de 18 ans peut se présenter aux élections, à condition, et ça aussi c'est une condition dont on a pas mal parlé ces derniers temps, de pouvoir justifier de 500 parrainages. Alors, c'est pas 500 parrainages, c'est pas si simple que ça en fait. Alors, que sont ces parrainages? C'est des parrainages d'élus, donc des élus, notamment des élus locaux. Mais la condition est un petit peu plus contraignante, puisque ce sont des élus qui doivent appartenir à 30 départements différents, et il ne faut pas qu'il y ait plus d'un dixième de ces parrainages qui appartiennent au même département. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Au départ, d'ailleurs, en 1965, c'était 100 parrainages qui étaient prévus. L'idée, en fait, c'était d'éviter qu'il y ait des candidats farfelus. Et donc ces 100 parrainages n'ont pas empêché qu'on puisse avoir quand même un nombre de candidats assez important, puisque aux élections de 1974, on a eu 12 candidats à l'élection présidentielle. Aux yeux du président de la République élu à ce moment-là, c'était trop. Donc il y a eu une réforme en 1976 qui a porté à 500 le nombre de parrainages. Ça a fait baisser en effet le nombre de candidats. Aux élections de 1980, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y en a 9 ou 10 de candidats. C'est le cas aussi par la suite. Mais ensuite, ça va remonter. Et en effet, en 2002, on se retrouve avec 16 candidats aux élections présidentielles. Une division qui va notamment porter préjudice à la gauche, qui ne se retrouvera pas au second tour pour la première fois depuis assez longtemps en 2002. Et on voit qu'aujourd'hui, en fait, on est à 12 pour l'élection de 2022. On est à 12, comme c'était le cas en 1974. Donc le passage de 100 à 500 n'a pas eu finalement beaucoup de conséquences. Alors ce que l'on peut constater également sur la présidentielle, sur l'élection présidentielle, c'est que c'est une élection qui, contrairement à la plupart des élections, jouit encore d'un assez fort attachement des Français, on va dire, puisque la participation est généralement bien au-dessus de la participation aux autres élections. Généralement, il y a une participation autour de 70%, qui peut être plus importante d'ailleurs de temps en temps, mais on a une participation donc, qui est assez forte pour ces élections. Le président est quelqu'un qui est fortement incarné, qui est assez facilement identifié, et donc ça attire quand même beaucoup de Français. Je vais finir sur 2 petits points qui sont assez intéressants. C'est d'une part la question du président de la République qui ne finirait pas ses fonctions pour une raison X ou Y. Ça peut être la démission. Pendant la Ve République, on l'a connu avec le général de Gaulle. Ça peut être la mort d'un président de la République. C'est le cas avec Georges Pompidou en 1974. Que se passe-t-il dans ce cas-là? Eh bien, dans ce cas, on a un intérim qui est mis en place. Cet intérim bénéficie au président du Sénat en attendant l'organisation de l'élection suivante. Dans l'histoire de la Ve République, en fait, c'est arrivé 2 fois, je vous l'ai dit, 1969, 1974, et 2 fois, l'intérim a été assuré par cet homme, Alain Poher, qui donc a joué le rôle de président de la République, en fait, non élu, bien sûr, pendant un intérim de quelques mois. Pendant la Troisième République, le rôle était joué par le chef du gouvernement, en fait, le président du Conseil. On a eu un certain nombre donc, de présidents du Conseil qui ont joué ce rôle. Et donc, on arrive à cette élection de 2022, où, vous le savez, 12 candidats se présentent à nos suffrages. 12 candidats qui ont comme objectif d'être président de la République, bien sûr, président de la République qui a vocation, vous le savez, à demeurer ensuite au palais de l'Élysée. Et on va finir en fait sur ce bâtiment qui incarne également la présidence de la République. Alors le palais de l'Élysée, il a été... c'est une résidence qui date de l'Ancien Régime. Ça a été une résidence impériale à l'époque de Napoléon Ier, une résidence qui a été utilisée pour un certain nombre de visiteurs princiers pendant les monarchies du XIXe siècle.
Et en fait, le palais Élysée est une histoire qui est directement liée à l'élection présidentielle, puisque en 1848, lorsque Eugène de Cavaignac donc, se présente, enfin, lorsque le général Cavaignac se présente à l'élection de 1848, il habite dans un autre palais de la République, qui est le palais, enfin aujourd'hui, l'hôtel de Matignon, donc là où on a le Premier ministre. Et donc, l'idée à ce moment-là, c'est que si jamais il est élu, il a vocation à demeurer dans ce qu'on appellera plus tard, parce qu'à cette époque c'est le palais de Monaco, mais donc l'hôtel de Matignon. Or, Cavaignac est battu, on le sait, et du coup, le siège de la présidence, il va falloir le mettre ailleurs. On va le mettre dans ce palais de l'Élysée, qui était un palais qui n'était pas occupé de manière permanente à ce moment-là, hein, pendant quasiment 30 ans. C'est un palais qui n'est pas vraiment souvent occupé, donc qui est la plupart du temps vide. Et donc on va y mettre, on décide, en fait, dès le lendemain de l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte, d'y installer Louis-Napoléon Bonaparte. Il faudra attendre encore quelques années, 1879, pour qu'une loi soit votée indiquant que le palais de l'Élysée est la résidence officielle des présidents de la République. Et donc, bien sûr, les élections qui auront lieu dans un mois, puisque c'est dans un mois qu'aura lieu à peu près le second tour, nous permettra de savoir qui sera le prochain locataire, comme aiment le dire les médias, de l'Élysée. Voilà, on arrive au bout donc de cette nouvelle séance de Le Roi de l'Histoire. Hop, alors je sors mon PowerPoint, pardon, j'en sors. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et votre fidélité. Alors, pas vraiment de questions ce soir, mais bon, j'espère que ça vous aura un petit peu aidé à retrouver un petit peu cette longue histoire de la présidence de la République, qui est un moment démocratique bien évidemment très important, et dans une période où la démocratie, j'ai eu l'occasion de le dire, était un petit peu mise en danger. Évidemment, c'est toujours important d'avoir l'occasion de pouvoir s'exprimer par les votes. On se retrouvera, alors pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines, pour une prochaine émission où j'aurai un nouvel invité et on parlera de toute autre chose que ce que l'on a vu ce soir, puisqu'on parlera de l'histoire dans les mangas, et j'aurai le plaisir d'inviter un autre présentateur vedette de la chaîne Twitch de l'université. Il s'agit de Diego Teles qui présente Fabula Juris, l'émission juridique à laquelle je vous renvoie avec un grand plaisir. Et donc Diego sera avec moi dans 3 semaines pour parler de l'histoire dans les mangas. Donc évidemment, je vous invite fortement à assister à cette prochaine émission. Merci à tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée et bien sûr un très bon vote pour l'élection présidentielle à venir. Bonne soirée, à très vite.